Thématique de ce jour, on parle du retrait, ou du moins on reparle bien sûr du retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour quelle implication géopolitique, Dr Sango, je vais ouvrir ce débat avec vous. On a commenté tout au long de cette semaine, effectivement, le retrait de ces États de l'Alliance du Sahel, de la CEDEAO. Aujourd'hui, on s'intéresse, alors le fait est déjà là, ils sont sortis. Quel impact maintenant dans la sous-région lorsqu'on connaît aujourd'hui la voie qu'a prise, du moins qu'ont pris ces différents États? Il y a eu qui se sont réunis entre autres au sein d'une alliance, d'un groupe, l'Alliance des États du Sahel. Ces États sont sortis du G5 Sahel, ces États sont sortis récemment de la CEDEAO. Alors on imagine que les cartes sont redistribuées et surtout dans la sous-région ouest-africaine. Oui, Madame Sike Ndoumbé, il faut savoir que il n'existe pas d'action sans conséquence. Chaque action que l'homme pose, que l'humanité pose, il y a toujours des conséquences. Oui. Dans une certaine mesure. C'est dans cette logique-là que le retrait de ces trois pays de la CEDEAO aujourd'hui ne peut pas passer sans conséquences. Vous avez parlé des conséquences et des implications géopolitiques. Oui. Elles sont nombreuses. Et je pense qu'à mon avis, on peut les cerner dans une double dimension. D'abord, la première dimension, c'est sur la dimension interne qui concerne même cette sous-région-là. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui que la sortie de ces trois pays-là de la CEDEAO est en train de reconfigurer même de manière géopolitique cette sous-région-là. Parce que ces trois pays-là sont en train de construire un nouveau départ, ou si vous voulez, une nouvelle trajectoire qui pourra aussi, au même titre que ces institutions coloniales qui fonctionnaient jusque-là, se positionner comme un véritable outil pour essayer d'implémenter leur nouvelle vision qui semble être aujourd'hui totalement antagoniste. Bien sûr, différente avec des anciennes. L'ancienne vision. Donc, la première implication, c'est d'abord cela. Nous sommes en train de voir que dans les jours à venir, ces trois acteurs-là sont en train de tenter de mettre sur pied une organisation d'intégration sous-régionale qui sera cette fois-ci portée par des nouveaux acteurs. Parce qu'il faut le dire que dans ce combat panafricaniste que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il y a également la problématique du leadership qu'il faut prendre en compte. Parce que l'un des éléments qui a empêché la libération et le développement du continent africain, c'est ce manque de leadership-là. Donc on assiste donc aujourd'hui, à travers ces trois acteurs-là, à une irruption d'un nouveau leadership visionnaire qui est caractérisé aujourd'hui par la détermination et le volontarisme de construire une nouvelle Afrique différente. Donc, en tant que tel, dans les jours à venir, vous ne soyez pas surpris que l'organisation de la CEDEAO, à défaut de se réformer pour essayer de s'adapter à cette nouvelle donne, ou du moins pour essayer à faire résistance ou faire face à cette nouvelle organisation qui est en train de se créer, risque de disparaître totalement. Risque de disparaître parce que, à mon avis, le contexte, n'est-ce pas ici, est intéressant. Le contexte, n'est-ce pas ici, le veut. Ces trois États-là, aujourd'hui, sont en train de mettre sur pied une nouvelle dynamique qui pourra, n'est-ce pas, porter les intérêts et les objectifs de cette localité-là. C'est pas pour vous couper. Vous pensez que ces trois États, la CEDEAO ne peut pas survivre après la sortie de ces trois États? Il y a quand même des États africains qui sont considérés comme des États puissants quand même au sein de la CEDEAO. Oui, ça sera difficile. C'est vrai que je ne veux pas être pessimiste, mais ça sera difficile pour cette organisation-là de survivre. Du moins, aujourd'hui, nous voyons tous qu'elle est totalement fragilisée. C'est vrai qu'elle peut renaître à travers, n'est-ce pas, ici, la théorie de Aubry, qui dit qu'en réalité, parfois, lorsque une institution est en difficulté, elle peut renaître à travers la mise sur pied des mécanismes institutionnels de la dernière heure.
Donc, ça peut arriver que face à cette difficulté-là, que la CEDEAO utilise cette difficulté-là pour se restructurer et redevenir plus forte. Mais je pense que cette hypothèse-là est de plus en plus minimisable, compte tenu, n'est-ce pas, de cette configuration qui est en train de naître aujourd'hui. Donc, sur le plan interne de cette sous-région-là, voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, sur le plan international, il y aura également d'autres implications géopolitiques parce que on voit que cette trajectoire nouvelle qui est en train d'être portée par ces trois États-là capte aussi l'adhésion au niveau international à travers un certain nombre de partenaires et de pays. On voit que les pays comme la Russie, par exemple, les pays comme la Chine et bien d'autres pays qui, la Turquie qui se caractérise par une vision différente du capitalisme, semblent être, n'est-ce pas, ici en phase avec ces trois acteurs-là. Donc, nous sommes en train de vivre sur le plan international aujourd'hui une sorte de rebipolarisation du monde où on risque d'avoir, n'est-ce pas, ce schéma de deux grands axes, deux grands pôles, à l'exemple de la guerre froide. Sauf qu'à la différence de l'époque de la guerre froide, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où cette bipolarisation-là sera beaucoup plus orientée vers l'instauration d'un monde multipolaire. Parce que on voit que le travail de ces trois leaders de l'AES Sahel, en collaboration avec ces pays partenaires sur le plan international qui ne voient pas la vie comme les capitalistes, travaillent pour que le monde soit équilibré, pour que le monde ne soit pas dicté par un bloc. Donc, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'avènement d'un nouveau type de système international qui est en train d'être joué, ce qu'on appelle la nouvelle donne internationale, c'est-à-dire le nouveau type du système international, parce qu'il faut rappeler que du point de vue historique jusqu'ici, le monde a connu les deux types de systèmes internationaux, d'accord, le système unipolaire où les États-Unis ont gouverné le monde sans un contrepartie, où ils se sont donné le torse d'être gendarmes du monde après la chute de l'URSS, et le système bipolaire à l'époque où on avait l'URSS et l'axe de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il manque le dernier type d'expérimentation du système international qui est de plus en plus la multipolarité. La multipolarité qui est en train de se jouer aujourd'hui, et je pense que le contexte est correct. Le contexte aujourd'hui l'accompagne. Et dans les jours à venir, je pense que on risque d'avoir des adhésions dans cet axe de l'AES Sahel. On risque d'avoir des pays qui vont, n'est-ce pas, ici adhérer à cette alliance-là pour que dans les jours à venir, cette alliance-là se consolide davantage. Et je sortirai en disant que cette façon de faire là aujourd'hui peut être un atout parce que nous assistons sur le plan international à ce que j'appelle souvent la défractation des pôles de centralité, où nous voyons que ceux qui étaient forts hier aujourd'hui sont de plus en plus fatigués, du moins ils ont déjà été rattrapés et ils sont en train d'être dépassés par un nouvel pôle qui est porté cette fois-ci par les BRICS, et en collaboration avec ces pays qui pensent que un monde multipolaire peut aussi être possible à côté, n'est-ce pas, de ce monde unipolaire qui est aujourd'hui dépassé et passéiste. Merci à vous, Dr Sango. Dr Yamtimba, quelles sont les conséquences politiques justement de ce retrait du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso de la CEDEAO dès les premières heures, du moins dès la première heure justement de l'officialisation de ce retrait? On a vu une CEDEAO pas du tout contente, du moins enchantée justement par cette décision. Elle a fait une sortie dans laquelle elle revenait sur les fameux statuts de l'institution en exigeant, entre autres, une notification formelle de ces trois États. Et même derrière, les notifications ont été faites, mais hier encore, elle a réagi, estimant qu'elle ne reconnaît pas ces notifications parce qu'elles doivent être faites et ces États doivent attendre au moins 1 an avant d'être notifiés justement de leur retrait aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement qu'au sein de la CEDEAO, il y a une forme de crainte par rapport au retrait de ces trois pays de façon simultanée? Je pense qu'il y a surtout de la panique. Parce que la crainte, ça laisserait quelque chose de diffus. Sans qu'on voie très bien ce que cela peut apporter. Mais c'est plutôt
aujourd'hui de la panique. La CEDEAO panique parce que d'abord ces sanctions n'ont pas marché. Elles sont allées de la fermeture des frontières, le gel des avoirs, jusqu'à une menace ouverte, ce qui est quand même grave. Une menace d'intervention militaire. Sur le plan politique, tout ce qui est militaire, c'est le dernier recours. Et si vous en arrivez à cette menace, il vaut mieux l'exécuter. Il vaut mieux l'exécuter. Si vous ne l'exécutez pas, vous étalez purement et simplement votre faiblesse. Et en politique, les faibles, on les écrase, malheureusement. Pas nécessairement. J'ai dit on les écrase, je n'ai pas dit qu'on est brutal avec eux. Parce qu'il faut distinguer les deux choses. On les écrase, et les pays de l'AES ont très bien compris que ils avaient en face d'eux des faibles. Et les chefs d'état-major à l'époque, des faucons de la CEDEAO, s'étaient réunis, et je crois qu'il y en avait 2 ou 3 seulement finalement dans tout le groupe qui pensaient qu'il fallait aller de l'avant, mais parmi les pays. Mais leurs chefs d'état-major leur ont indiqué clairement qu'il était totalement inacceptable d'attaquer un autre pays africain. Parce que les militaires savent que c'est très facile de déclarer une guerre, c'est très compliqué de la mener. Et tout le monde sait comment une guerre commence et quand elle commence. Personne ne sait quand elle s'achève ni comment elle s'achève. C'est une expérience d'hommes en tenue et ils ne prennent pas ce risque n'importe comment. Donc, il se trouve que les sanctions de la CEDEAO ont tout simplement donné à ces pays la possibilité de développer des mécanismes de défense. Et aujourd'hui, quand je dis mécanisme de défense, je parle surtout sur le plan économique et sur le plan social. Une certaine résilience s'est construite. Et aujourd'hui, on ne nie pas qu'il y a des difficultés. Parce que si le Mali ne peut plus continuer à faire son commerce naturellement avec tous les autres pays, ou le Burkina ou le Niger, il y a quand même des problèmes. On ne peut pas nier que lorsque vous avez 70% de votre électricité qui vient du Nigeria, comme dans le cas du Niger, et que vous ne l'avez plus, ça influence profondément la vie de tous les jours. Mais on développe des mécanismes de défense qui permettent donc de suppléer à cette situation-là et d'apporter des solutions alternatives grâce auxquelles on construit un nouveau monde. Et je rappelle que l'organisation qu'est la CEDEAO, ce qu'elle est devenue aujourd'hui après le départ des pays de l'AES, c'est la moitié de la CEDEAO en termes de superficie. C'est la moitié. Okay. Certes, l'AES sur le plan de la population ne représente qu'un 7e, mais vous voyez très bien que il est beaucoup plus facile de nourrir 70 millions d'habitants que d'en nourrir à peu près 360, 380. Parce que, et quand vous regardez les indicateurs économiques, le PIB par habitant de ces 3 pays de l'AES est supérieur au PIB par habitant du reste de la CEDEAO. Okay. Ça veut dire qu'en réalité, avec leurs ressources, ces pays vivraient beaucoup mieux. On vivrait beaucoup mieux dans les pays de l'AES. La plateforme militaire, la plateforme de défense commune, permet de soulager un peu ces pays-là des contraintes de financement de la lutte contre l'insécurité. Et ça fait que ces gens-là jouent aujourd'hui sur la mutualisation. Ils ont testé. Ils l'ont testé sur le plan militaire. Ils se sont rendus compte que le Mali aurait dû investir davantage pour reprendre Kidal, qu'il n'a dû investir individuellement pour le faire, grâce au soutien des autres. Donc, cette mutualisation, si vous voulez, allège un peu le poids sur les trésoreries nationales. Et du coup, il est normal qu'il veuille aller un peu plus loin. Il veut y aller un peu plus loin parce que ça voudra dire que même au niveau d'un stand d'investissement sur les infrastructures, il y aura un allègement. Et grâce à la planification, il est beaucoup plus facile de construire ces 3 pays en mutualisant les forces et les ressources que d'y aller individuellement. Je crois que ça, ils l'ont compris depuis toujours. C'est pour ça qu'ils ont signé la charte en septembre dernier du Liptako Gourma. Et c'est pour cette raison qu'ils ont ouvert la porte en disant tous les pays qui veulent rejoindre l'AES, eh bien, ils sont ouverts à ça. J'entends la CEDEAO dire oui, mais nous avons organisé des sommets extraordinaires, etc. Mais vous avez organisé des sommets extraordinaires sans impliquer les acteurs directs de la crise et ceux
sur lesquels portaient justement vos discussions et vos délibérations. Vous ne les avez pas impliqués et la conséquence, c'est que vous avez invité des gens qui n'étaient plus au pouvoir. Il y a une chose sur laquelle on a de cesse de revenir, à savoir qu'il y a le pouvoir, que vous pouvez appeler légal, légitime, comme vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a le pouvoir de fait. Et le pouvoir de fait, c'est qu'au Niger, c'est M. Tiani qui, en réalité, l'assume. Tout à fait. C'est lui qui porte le pouvoir, c'est lui qui nomme les ministres, les préfets, c'est lui qui est le président de la République. Reconnu par les grandes institutions, les grands corps de l'État. Reconnu comme tel par l'Assemblée l'avait reconnu, les parlementaires l'avaient reconnu, l'armée le reconnaît comme tel, tout ce qui est sécuritaire le reconnaît, même les corps sociaux, les hommes d'affaires le reconnaissent comme tel, tous les fonctionnaires le reconnaissent comme tel. Donc, que vous soyez là à réclamer un pouvoir supposé qui est légal probablement, il est légal puisque M. Bazoum avait été élu, mais il y a un pouvoir de fait qui est exercé et assumé par quelqu'un. Et je crois que c'est ça que la CEDEAO n'a pas voulu. Il faut être, on dit, réaliste et pragmatique en politique. Quelqu'un assume le pouvoir, l'armée lui a déjà fait allégeance, ne rêvez pas. Il est le patron du pays désormais. Et vous voyez que ça a disloqué la CEDEAO. Mais le retrait de ces pays a disloqué à la fois la CEDEAO et l'UEMOA. En fait, c'est les deux organisations de la sous-région qui ont été disloquées au même moment. D'où vous voyez toute la réaction de l'Union européenne et particulièrement de la France. Pourquoi? Parce que la dislocation de l'UEMOA a certaines implications qu'on ne voit pas nécessairement quand on parle de la CEDEAO. Ça a pour implication qu'il faut rapidement avoir sa monnaie. Tout à fait. Parce que l'UEMOA, c'est le franc CFA. Il faut donc rapidement avoir sa monnaie. Et tout le monde essaie d'imaginer ce que ça ferait d'avoir sa propre monnaie par ces trois pays. Ces trois pays, c'est à peu près 120 milliards de dollars de PIB en parité de pouvoir d'achat PPA. Autour de 120 milliards de dollars. La CEDEAO tout entière, c'est 750 milliards de dollars. Donc, ils ont 120 milliards de dollars pour 70 millions d'habitants. Ils ont 2,8 millions de kilomètres carrés. Et c'est un scandale géologique. Et surtout, ce que les gens ne voient pas. Un pays comme le Niger, c'est un gros producteur agricole. Le Burkina, c'est un gros producteur agricole. Vous avez bien vu que quand on a fermé les frontières du Nigeria, le Burkina a mis des centaines de containers par jour pour aller alimenter, pour aller ravitailler le Niger. Ils ont des stocks et c'est des cultures du grenier. Donc il y a toujours des stocks de sécurité. Mais docteur Yamtiba, c'est également pour vous relancer, que répondez-vous à ceux qui parlent de nombreuses conséquences aujourd'hui, allant par exemple de la perturbation de la chaîne, ou du moins des chaînes d'approvisionnement, à l'augmentation des tarifs douaniers, en passant notamment par la taxation des exportations ou encore des importations, les trois pays n'ayant pas d'accès direct à la mer. Que répondez-vous justement à tous ceux qui avancent ces nombreuses conséquences aujourd'hui, comme s'ils allaient véritablement toucher de plein fouet le Niger, le Burkina ou le Mali? Ce sont des détails. Pas important. Mais la réalité est là, et ces pays n'ont pas d'accès direct à la mer. J'arrive à quelque chose. Allez-y. C'est justement parce que la réalité est là, et qu'il y a quand même l'histoire qui existe, que nous disons, c'est des détails. Vous croyez que quand les États-Unis ont bloqué l'accès à Cuba, pendant 60 ans, les Cubains sont morts? Est-ce que les Cubains sont morts? Les Cubains, ils ne sont pas morts. Ils ont réorganisé leur économie et ils vivent. Nous devons savoir, et là, nous ne sommes pas à Cuba. Nous sommes dans un environnement où nous avons des millions et des dizaines de millions d'hectares de terres arables qui permettent d'avoir de quoi manger. Parce que quand on analyse cette situation, il faut l'analyser avec des repères précis. Quels sont les besoins de base d'une population? Se nourrir. Est-ce que ces gens-là ont des millions, des dizaines de millions de terres, d'hectares arables? Oui. Est-ce que ces gens-là ont conclu des accords avec des partenaires internationaux pour qu'on leur construise, pour qu'ils puissent avoir des engrais? Ah oui, ils ont fait ça quand même. Est-ce que ces gens-là sont en train de penser à construire des infrastructures pour relier leurs pays par des voies de communication? Ah oui, ils ont discuté de ça, vous savez, la Turquie. Bon. Vous croyez que ces gens sont arrivés à cette décision-là comme des enfants qui ne savent pas où ils vont? Ils ont pris cette décision sur la base d'une programmation économique qui est claire et évidente. Quand il suffit de regarder les trois pays, qui ont d'ailleurs les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes traditions, vous comprenez qu'ils se sont arrangés pour que le sud du Mali, du Burkina, du Niger, ce soit le grenier. Et ne l'oubliez pas.
l'essentiel des pays qui bavardent beaucoup dans la CEDEAO, là, c'est ces 3 pays qui les nourrissent. Ah, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Une bonne partie des pays qui parlent fort, là, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, même pas. Sénégal encore, c'est différent parce qu'ils se sont donné les moyens d'une sécurité alimentaire ou d'autosuffisance alimentaire depuis 10 ans. Ils importent bien peu des autres pays africains en termes alimentaires. Aujourd'hui, par exemple, c'est des gens qui font plus de 2 millions de tonnes de riz, donc c'est différent. Mais quand vous regardez les autres pays, beaucoup sont alimentés par ces 3 pays-là. La Tabaski arrive. Vous allez voir les Ivoiriens pleurer parce qu'il n'y aura pas assez de moutons. Il faudrait que ça vienne du Burkina et du Mali. Vous allez voir le nord du Nigeria. C'est l'essentiel de tout ce qui se fait dans le bassin du Niger, au sud du Niger, qui en grande partie alimente le nord du Nigeria en produits alimentaires. Donc, en fait, ces gens savent que les autres, en grande partie, leur doivent. Et leur doivent une certaine stabilité. Et aujourd'hui, le port du Togo fonctionne grâce à quoi? C'est pour alimenter ces 3 pays. Le port du Bénin, c'est pour alimenter ces pays. Une grande partie des ports ivoiriens, c'est pour alimenter ces pays. Donc, quand vous tenez compte de ça, en fait, ces gens-là sont extrêmement brillants. Ils ont simplement élevé les enchères. Et vous voyez qu'ils sont maintenant dans une position de force. Pire, vous avez un pays comme le Bénin. Il a été dit que le pipeline qui évacue le pétrole nigérien vers le Bénin va représenter autour de 10 à 15% du PIB du Bénin. Si quelqu'un contrôle par une seule infrastructure, vous avez intérêt à ne pas être contre lui. Donc la situation aujourd'hui, c'est, je vous le disais, la situation aujourd'hui, c'est que la CEDEAO est disloquée et c'est la panique totale parce que ceux qui donnaient les ordres à la CEDEAO, vous avez suivi pendant le sommet de Accra où Macron disait, nous avons demandé à la CEDEAO expressément. Mais vous voyez que ces gens-là se rendent compte que le franc CFA risque d'être cassé. Toute la dynamique qu'ils avaient ourdie avec M. Ouattara pour l'éco, pour contrecarrer le projet éco-CEDEAO, mais pour mettre en place un éco Macron-Ouattara, appelons-le comme ça, vous voyez que tout ça est cassé tout d'un coup. Ces pays n'ont pas d'accès à l'international, à l'océan, mais ces pays-là peuvent utiliser d'autres ressources, d'autres moyens. Mais ces pays peuvent utiliser l'Afrique centrale. Ces pays-là peuvent s'entendre. Aujourd'hui, tout le monde dit n'ont pas accès à la mer, mais ces pays ont un accord spécial, un accord particulier avec la Guinée. Et je vous dis encore, le Sénégal, les gens en parlent beaucoup. Mais sous Macky Sall, au moins ces dernières années, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. On a le MOL 3 du port de Dakar continue de fonctionner. Or, ce MOL 3 est exclusivement dédié au Mali. Le chemin de fer Dakar-Bamako a été réhabilité. Mais il a été réhabilité pourquoi? Pour que les cabris gambadent là-dessus? Pas du tout. Donc ces gens-là sont au courant de tout ça et ils ont construit tout ça, sécurisé tout ça. C'est pour ça qu'ils font. Et vous avez vu qu'ils sont entendus avec l'Algérie. Ils ont réglé le problème avec l'Algérie, bien sûr. La Méditerranée à leur Merci à vous, docteur Yambé Ntimba. On poursuit avec vous, docteur Douma. Tout à l'heure, le docteur Yang faisait justement allusion à l'UEMOA. Mais il y a eu cette semaine encore cette inquiétude après cette sortie justement du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était du côté du Togo où il a déclaré en fait que voilà, pour le moment, son pays, le Mali, va rester en tout cas jusqu'à nouvel ordre dans l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire que l'UEMOA et certainement le Niger et le Burkina Faso resteront aussi, du moins pour le moment, dans l'UEMOA. Et qui dit UEMOA dit bien sûr franc CFA. Alors, on s'attendait à ce que, lorsque ces pays ont décidé de sortir de la CEDEAO, l'évidence, pour certains, aurait voulu que, voilà, ils sortent également directement de l'UEMOA pour parler effectivement d'une monnaie commune, monnaie unique au sein de l'AES. Est-ce que cela ne peut pas constituer justement un caillou dans la chaussure de ces 3 États, le fait de sortir de la CEDEAO, mais de rester membre de l'UEMOA? En rappelant que la CEDEAO est un instrument impérialiste au visage ouest-africain, ça permet à nos téléspectateurs de savoir, quand nous parlons des implications
de savoir quelles implications sont négatives et lesquelles sont positives. Tout à fait. De quel point de vue? Parce que nous avons toujours décrié le fait qu'il y ait des organisations telles que la CEDEAO prétendant défendre les intérêts des Africains. Mais au moment où on les attend, on découvre leur vrai visage. Le docteur Yam a relevé les sanctions qui ont été prononcées au point d'arriver aux menaces, n'est-ce pas, de guerre. Parce que militaire. Quand on parle d'une menace militaire, c'est que vous êtes prêts donc à faire la guerre contre vos propres frères et sœurs. Et vous êtes dans une même organisation qui est supposée être une organisation de l'intégration. Et donc, le sachant, il n'est pas bon de ne pas se réjouir de ce que les États de l'AES aient décidé de sortir d'abord. Tout à fait. De ce panier à crabes. Parce que c'est ça la CEDEAO. Et le fait que ces trois pays sortent par rapport au poids qu'ils représentent dans cette organisation, ou qu'ils représentaient dans cette organisation, fait en sorte que de facto, l'organisation a de sérieuses difficultés. En réalité, la CEDEAO n'existe plus, même sur le plan officiel. Parce que la sortie, en réalité, fait en sorte que ce ne soit plus la CEDEAO. Et maintenant, il y a un certain nombre d'implications. Et là, on ne peut pas parler d'implications négatives parce qu'il faut que la CEDEAO disparaisse. Tant qu'elle reste quelque chose qui est au service de l'impérialisme de la France et de l'enquête français, il faut que cette organisation disparaisse. Parce que lorsque mon collègue, le docteur Sango, a parlé de la multipolarité, évidemment, ça nous rappelait que la CEDEAO est juste un prolongement du seul pôle qui a toujours existé, le pôle américain, prolongement jusqu'au niveau des Africains. Et donc, il faut que ce pôle-là soit affaibli davantage pendant que le deuxième pôle, la Russie et tous les BRICS plus sont en train de naître. Lorsque je l'ai dit, vous voyez, quand on parle de l'intégration économique et financière, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut citer. On va relever la libre circulation des citoyens dans cet espace. Tout à fait. Elle est effective, on peut dire ça. Il y a une carte d'identité qui permet d'aller d'un pays à l'autre sans formalité contraignante. On peut parler de la libre circulation des biens et services. Est-ce qu'on peut véritablement en parler? Je dis non. Je dis non parce que il faut une disparition totale des barrières douanières et fiscales, ce qui n'est pas le cas. Il faut cette disparition, je dis bien totale. C'est-à-dire que si on commerce au Mali, ça devrait être la même chose que si on commerce en Côte d'Ivoire en termes de conditionnalité, la circulation des marchandises, mais ce n'est pas le cas. Et la deuxième étape, lorsqu'on a fait disparaître ces barrières entre les pays qui prétendent évoluer vers une intégration, une zone d'intégration, c'est de pouvoir fixer ce qu'on appelle un tarif extérieur commun. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans cet espace-là doit être taxé de la même manière, quelle que soit leur origine, pour ne pas mettre les différents pays membres en compétition par rapport à ceux qui ne sont pas des pays membres. Donc, lorsqu'on évolue au troisième niveau, on peut commencer à parler d'un marché commun. La CEDEAO est tout sauf un marché commun, puisqu'on peut aller même jusqu'à la ZLECAf. Nous disons que la ZLECAf, c'est juste un élargissement du marché des impérialistes en Afrique. Parce que nous ne sommes pas capables de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Parce que ça suppose qu'il faut avoir des infrastructures de transformation pour pouvoir développer les secteurs qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Ça signifie également qu'il faut des financements adéquats. Ces financements qui vont nous renvoyer aux fameuses institutions de Bretton Woods. Puisque la Banque mondiale et le FMI. Et donc,
ces institutions qui choisissent ce qu'elles doivent nous prêter et dans quelles conditions ça doit être utilisé, et donc qui font que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu décoller dans le développement. Donc, vous voyez, on ne peut pas avoir un marché commun qui va seulement être ravitaillé par les impérialistes, n'est-ce pas, alors que les Africains sont capables de produire et de commercer entre eux. Donc, lorsque le marché est commun, en ce moment-là, maintenant, on peut parler d'une monnaie commune. Ok. Et donc, j'embraye donc sur l'UEMOA, qui a 8 États membres, puisque vous voyez bien que dans la CEDEAO, il y a plusieurs monnaies. Tout à fait, tout à fait. L'UEMOA, pour bien sécuriser les intérêts, entre guillemets, de la France, n'est-ce pas, regroupe les 8 pays qui utilisent le franc qui CFA. utilisent donc ce jeton de casino et qui l'utilisent pour servir davantage les intérêts de la France dans la zone. Donc, les choses sont biaisées de manière à ce qu'on ne peut pas évoluer véritablement vers une intégration économique et financière. L'UEMOA n'est pas une zone d'intégration financière. On utilise une monnaie qui ne nous appartient pas, que nous ne fabriquons pas, et qui génère des devises pour celui qui en est le propriétaire, dont la France. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas de banque centrale capable de répondre aux besoins de l'État, parce que même sur le plan public, Ouais. un État qui a une banque centrale autonome, quand elle a des difficultés, au lieu d'augmenter excessivement les impôts, les taxes, etc., elle se retourne vers la banque centrale pour dire que dans mes besoins, je souhaite que vous preniez en charge telle catégorie de financement. On émet des titres, la banque centrale met les liquidités à la disposition de l'État et, n'est-ce pas, sur la durée, l'État rembourse. C'est ça, une banque centrale. Mais nous n'avons pas de banque centrale, donc ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que dans les pays comme le mien, au Cameroun, vous avez vu la loi des finances 2024, c'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme. Vous avez vécu la hausse des prix de carburant à la pompe. Tout à fait. Voilà. Donc, on fait tout pour asphyxier, n'est-ce pas, les citoyens, et généralement, c'est les plus pauvres qui payent davantage, parce qu'il n'y a pas d'instruments, d'institutions adéquates sur lesquels on peut s'appuyer pour alléger les souffrances du peuple. Donc, l'UEMOA et la sortie des 3 États de l'AES, ce n'est qu'une question de temps. Et je pense que... Vous pensez que c'est stratégique quand même? Oui, c'est exactement. Vraiment, vous avez lu dans mes pensées, ces 3 chefs d'État sont de grands stratèges. Non seulement ils sont de hauts officiers militaires, ce sont des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le renseignement, qui ont vécu des choses que nous n'avons pas vécues, mais ces choses les poussent à agir d'une certaine manière. Vous voyez? Donc ils ne font pas des choses parce que ils sont arrivés au pouvoir nuitamment et qu'on leur a dit qu'il faut faire ci ou ça. Ils ont vécu dans leur chair des choses abominables, ignobles, qui les poussent à agir comme ils sont en train d'agir. Et je suis persuadé que dans leur stratégie, ils vont certainement trouver le temps opportun pour sortir de l'UEMOA. Souvenez-vous qu'ils ont communiqué, ils ont annoncé le communiqué pour sortir de la CEDEAO un dimanche. Effectivement. Merci à vous, docteur Doma. Je vous lance rapidement avant de retrouver certainement le docteur Sango de l'autre côté. Comment on capitalise sur ce retour? Parce qu'aujourd'hui, il est clair et certain qu'il n'y a pas de rétropédalage possible. On a suivi des tractations durant toute la semaine visant entre autres à échanger avec ces dirigeants pour les convaincre à revenir sur leurs décisions. Mais il n'en sera absolument rien. Mais comment on capitalise sur ce retrait pour le transformer en un point de compétitivité et de rentabilité pour les économies des 3 pays? Alors, vous savez quand même qu'il y a déjà des échanges entre les 3 États de l'AES qui concernent même la monnaie. C'est-à-dire qu'au-delà même des questions économiques, ces États ont déjà commencé à échanger sur des questions de monnaie pour tendre vers une monnaie commune. Ce sont 3 États qui ont des sous-sols immenses en termes de ressources naturelles. Et quand on parle de ces ressources, il y en a qui sont minières,
il y a l'or parmi ces ressources-là. Et comme l'or reste la valeur refuge la plus vendue, une valeur refuge, c'est celle qui prend de la valeur automatiquement avec le temps. L'or, la valeur de l'or ne baisse pas sur la durée. En effet, l'or ne fait que prendre de la valeur. C'est pour ça qu'on parle de valeur refuge. Et donc, ces États ont ce qu'il faut pour avoir une monnaie qui va leur permettre de créer une banque centrale souveraine et une monnaie qui sera adossée à une valeur refuge réelle. Ça peut même être un panier de valeur. Ça veut dire que ça peut être l'or, ça peut être le diamant, ça peut être l'argent même en tant que métal, etc. Un panier de ressources minières parce que souvenez-vous que le dollar américain, qui est devenu aujourd'hui juste le papier, était indexé à l'or avant 1971. Et donc, depuis que le dollar américain n'est plus adossé à l'or, il est devenu ce qu'il est devenu. On tourne la planche à billets et on exporte l'inflation dans tous les pays du monde où le dollar est utilisé ou imposé. Donc, ces trois pays ont l'opportunité non seulement de créer leur monnaie, mais de l'indexer à l'or pour que véritablement on revienne à ce qui était correct. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a un sous-sol immensément riche. Vous avez besoin d'argent, M. Nguéné, et vous allez demander de l'argent à quelqu'un qui vient piller vos ressources et pour aller les garder chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que les Africains aujourd'hui ont compris que c'est en réalité nous qui avons le vrai argent, pour parler comme au quartier. Ce n'est pas eux. Donc, pour exploiter une mine d'or, je n'ai pas besoin d'aller emprunter l'argent, le papier, pour venir exploiter ce à quoi l'argent doit être adossé. Donc, il suffit que, d'ailleurs, ça, ce sont des choses qu'on développe dans cet ouvrage, il suffit par exemple de tokeniser, n'est-ce pas, mon gisement d'or, c'est-à-dire que chacun prend une part dans ce gisement-là, et puis j'ai une levée de fonds qui n'est pas un endettement, et qui va faire en sorte qu'on exploite le gisement, et tous ceux qui ont contribué à ce qu'on collecte les fonds pour exploiter le gisement ont des retombées sur la durée, et peut-être même à vie. Et c'est vers là que tendent également les pays de l'AES, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être suffisamment riches en termes de conditions de vie des citoyens dans cet espace. Et nous espérons que d'autres pays vont suivre et qu'on va accélérer la mort de la CEDEAO qui en réalité est déjà morte. Merci à vous, Dr Douma. Dr Sango, il nous est tout de même impossible aujourd'hui de dissocier ce retrait au contexte géopolitique, notamment sur le plan international. Oui, monsieur Nguéné, c'est indubitablement lié. Les deux sont consubstantiels parce que ce que les trois États de l'AES sont en train de dire à travers cette sortie-là, oui, c'est dire non à la colonisation et à l'impérialisme. C'est-à-dire, voilà le symbole et le message qu'il faut comprendre derrière cette sortie-là. Et lorsque vous avez donc compris cela, vous pouvez donc comprendre toutes les implications qui peuvent suivre derrière, parce que les implications, n'est-ce pas, ici, sont dans tous les domaines, que ce soit économique, politique, culturel et même géopolitique. Vous allez voir que à travers la sortie de la CEDEAO de ces trois pays-là sont en train de tuer les éléments de domination et de colonialité avec lesquels les puissances occidentales et plus fondamentalement la France travaillait pour les y maintenir. Parce que la sortie de la CEDEAO signifie que ces trois pays-là sont en train de dire non au franc CFA. Parce que le franc CFA, du point de vue économique, était un instrument de spoliation, un instrument par lequel les pays occidentaux tiennent encore les pays africains. Et il faut donc comprendre que lorsque les États de l'AES disent donc non à ce franc CFA-là, il faut le mettre en relation avec le contexte international de la dédollarisation de l'économie mondiale. Parce qu'il faut savoir que si la France est de plus en plus oppressive en Afrique, elle travaille sur le plan international avec un pays qu'on appelle les États-Unis. Donc, le fait que les États de l'AES travaillent pour dire non au franc CFA, c'est un rapport
avec cette ambition portée par les BRICS qui vise à dédollariser l'économie. La sortie de ces 3 États de la CEDEAO symbolise aussi, sur le plan militaire, qu'ils sont en train de dire non aux bases militaires étrangères sur leur sol. Parce que vous savez que ces bases militaires-là n'ont pas d'autres objectifs, n'ont pas montré d'autres objectifs que la déstabilisation, que l'oppression et l'exploitation des ressources naturelles des pays africains. Donc le fait de sortir de cette organisation-là autonomise ces 3 États-là en recentralisant leur processus de sécurité, cette fois-ci autour de leur propre gouvernement. Un des éléments qui fragilise l'impérialisme et la colonisation. En sortant de cette organisation-là, ces 3 États sont en train de dire non à la francophonie. Parce que dans les jours qui arrivent, ne soyons pas étonnés que ces 3 États-là claquent le français comme langue de travail et comme langue officielle. C'est également dire non à tout ce qui concerne la spiritualité et même la religion. Parce que la religion aussi est un instrument, il faut le rappeler, de domination, de colonisation et d'impérialisme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'utiliser les religions occidentales, le catholicisme, l'islam, etc. Ces pays-là peuvent aujourd'hui revenir à la spiritualité africaine, et c'est en cela qu'il faut revoir, il faut comprendre les objectifs de l'association Keepers, qui pense que l'avenir de l'Afrique doit, n'est-ce pas ici, être basé sur la spiritualité de ses ancêtres. Nous ne sommes plus obligés de prier Dieu comme les Occidentaux. Donc, vous voyez que lorsque vous mettez ensemble, lorsque vous orientez la sortie de ces 3 États-là sous le prisme de la négation de l'impérialisme et de la colonisation, vous comprenez donc les conséquences sur le plan international. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ces 3 États-là ont sonné le glas de la colonisation et de l'impérialisme et sont en train de décliquer le départ, ou du moins le nouveau départ d'une nouvelle Afrique. Ils sont en train de poser la problématique du type d'homme, du type d'Africain que nous devons, n'est-ce pas ici, définir, et l'idéal de l'Afrique à promouvoir. Je pense que lorsque vous voyez et vous lisez leurs actions, ils sont dans une très bonne trajectoire. Et comme on dit souvent, le mal n'a pas toujours pris le dessus sur le bien. Ils finiront toujours par capter l'adhésion des autres États qui restent encore prudents pour les uns et réservés pour les autres. Donc, au fil du temps, certains pays africains vont finir par comprendre les nouvelles réalités qui s'ouvrent aujourd'hui au niveau mondial, et je pense que beaucoup vont basculer vers cette nouvelle trajectoire qui est aujourd'hui portée par ces 3 États dirigés par 3 dignes fils visionnaires. Donc voilà à mon avis comment j'essaie un peu de voir cet aspect des choses. Merci à vous, Dr Sango. On rappelle que c'est le dernier tour de table en ce qui concerne cette thématique avant d'aborder d'ailleurs la dernière et voir si on pourra aller du côté du standard. Dr Yamtimba, pour sortir, du moins on retient qu'il y a donc plusieurs implications géopolitiques et surtout positives lorsqu'on écoute les analyses ici sur le plateau. On reste en tout cas optimiste en ce qui concerne ces 3 États, Burkina Faso, Mali, Niger, et l'avenir. Il y a encore quelques jours, on s'interrogeait entre autres, je pense que là c'est peut-être sur le plan interne politique, les différentes transitions en cours, les négociations avec la CEDEAO, c'est voilà encore un autre pont peut-être avantageux pour ces États-là qui aujourd'hui pourraient gérer ou alors diriger cette transition comme ils le sentent certainement pour le bien de la population. Je crois que c'est... Enfin, on s'en mêle un peu trop les pédales, parce que moi j'entends la CEDEAO dire oui, surtout les Français, les médias français dire oui, mais maintenant les transitions sont... les délais de transition sont renvoyés au calendrier. Il faut arrêter ça. Allez vous occuper de vos agriculteurs qui ont du mal à manger là-bas chez vous. Laissez ça. Qui vous a dit ça? Vous êtes avec des gens
qui vous ont dit un certain nombre de choses depuis 3 ans. Je parle de 3 ans parce que pour commencer, depuis que Assimi Goïta, les autres sont arrivés progressivement. Ils ne font que ce qu'ils vous ont dit dès le départ. Moi, j'ai vu aucun de ces 3 chefs d'État faire quelque chose qu'il n'avait pas annoncé. Ou alors, s'il a annoncé quelque chose, ne pas le faire. Il peut l'avoir légèrement un petit décalage, mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, la parole est sacrée. On ne dit pas une chose comme ça pour le dire. On respecte sa parole. Le problème de tout le ramdam que vous voyez là, madame, c'est le contrôle des ressources. Ça n'a rien à voir. La CEDEAO n'aime pas particulièrement les populations de ces pays. Si la CEDEAO les aimait tant, mais elle les aurait protégés enfin, ils appellent ça terrorisme. C'est quand même bizarre. On tue des gens, il y a des gens qui disent qu'ils les payent. Ils disent qu'ils sont des mercenaires. Et vous dites qu'il s'agit du terrorisme. De quel terrorisme il s'agit? Ils les auraient protégés de ces gens-là, s'ils les aimaient tant. Mais comment vous pouvez aimer quelqu'un seulement quand il vous dit qu'il n'est plus là? Je trouve ça très bizarre. Vous aimez quelqu'un pendant qu'il est là, qu'il respire, qu'il vous dit je suis là avec vous, qu'il vous dit, vous vous souvenez de ce que M. Diop disait, nous avons la main tendue, nous attendons la CEDEAO, nous voulons discuter avec eux. Vous avez vu quelqu'un aller les voir? Subitement, ils sont devenus de types qui aiment tellement le dialogue et qui aimeraient tellement discuter. Au moment où quelqu'un vous dit je pars sans délai. Sans délai veut dire c'est dès que je chute, dès que j'arrête de parler, c'est acté. C'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, vous avez vos histoires d'1 an, 10 ans, 20 ans, ça vous concerne. Ils ne sont plus là. D'ailleurs, vous avez remarqué que ils regardent tout le monde. Les Togolais sont arrivés, ils les ont regardés. Parce qu'ils leur disent, nous, on n'est plus dans votre histoire, donc vos affaires ne nous concernent plus. Mais c'est le contrôle des ressources, en fait, qui est là derrière tout ce que vous voyez là. Pourquoi? Le pétrole du Niger va transformer totalement cette région. Le Nigeria disait le Nigeria est considéré comme l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, mais c'est de la gnognotte à côté de ce qu'il y a au Niger. C'est pas grand-chose. Si le Niger, vous savez, le Nigeria exploite son pétrole depuis plus de 50 ans. Si le Niger exploite son pétrole avec les dispositions actuelles de contrôle sur leurs ressources naturelles, le Niger sera beaucoup plus développé que Dubaï, que Qatar. Je vous rappelle que le seul uranium, alors que le Niger percevait à peine 89 milliards il y a quelques années, le Niger va percevoir l'équivalent d'à peu près, je crois, entre 3 et 5 000 milliards de francs CFA. Pour des gens qui sont sérieux et qui veulent construire leur pays, c'est pour ça que je vous ai dit que laissez l'histoire de l'accès à la mer, ça s'achète. Même s'il faut l'acheter vers la Libye, ça va s'acheter. Parce que les gens font comme si ces pays-là sont tellement enfermés que, je ne sais pas moi, ils sont dans une chose trappe. Ils peuvent passer par la Libye, par l'Algérie, par la Guinée. N'allez pas croire que, par le Sénégal, n'allez pas croire que du jour au lendemain, ils peuvent même passer par le Cameroun, non? Pas le problème. Ils peuvent passer là, le lac Tchad, là. Passe par le Cameroun, pas le problème. Donc, le Mali, alors qu'en 2019, le Mali n'avait même pas perçu 300 ou 400 milliards sur son or, mais le Mali va percevoir, avec ce qu'ils sont en train de faire, ça va être 5 milliards de dollars, 5 milliards d'euros. Ça fait 3200 milliards. Le Burkina est en train de faire son usine de raffinerie. 400, ça va faire, ils sont sur une perspective de 200 tonnes d'or raffiné dans cette affaire-là. 400 tonnes par mois, je veux dire, qu'ils vont pouvoir raffiner chez eux. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir faire 400 tonnes par an. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir avoir 400 tonnes d'or en une année. Je vous rappelle que le kilo d'or, c'est autour de 60 000 euros. Donc, la tonne est autour de 60 millions d'euros. Si vous multipliez ça par 400, ça fait combien? 60 millions d'euros par 400. Faisons rapidement les calculs parce que c'est important. Vous avez donc 60 millions par tonne. Vous ajoutez donc par 100, ça vous fait 6 milliards. Par 4, ça vous fait 24 milliards d'euros potentiels. Je vous rappelle au passage que 24 milliards d'euros, c'est à peu près 1/5 du PIB actuel de tous ces pays. 1/5. Et là, on ne parle que de l'or. Personne n'a parlé de l'hydrogène liquide du Mali, qui est liquide à 98%. Personne n'a parlé de l'uranium du Niger. Personne ne parle de l'uranium du Niger. Personne ne parle de l'or du Burkina. De toutes autres matières premières de ces pays-là. Personne ne parle du karité
du Burkina qu'on ramassait à 0 francs. Le fond du problème, là, en tout ce que vous voyez comme implication là, c'est que les Américains et les Européens ne veulent pas, ils pensent que la Chine veut accéder à ces ressources premières. De toute façon, la Chine est le seul pays qui a accepté d'investir pour qu'il y ait un pipeline qui parte du Niger, passe par le Bénin. Et je vous rappelle que ça n'a été accepté que parce que ils étaient dans la CEDEAO. Parce qu'au fond, l'évacuation est plus facile par... Ils auraient pu mutualiser le pipeline qui existait, qui part du Tchad au Cameroun. C'est plus court du Niger vers le pipeline à Mondou que de construire tout le pipeline qui va jusqu'au Niger, jusqu'au Bénin, qui traverse le Bénin. Mais ils étaient dans la CEDEAO, solidarité sous-régionale oblige, ils l'ont accepté. Donc c'est ça en fait le contrôle des ressources. L'empire euro-américain veut assurer que la Chine n'y accède pas. La Russie y est, mais ils savent qu'ils ne viennent pas chercher les ressources minières, ils en ont tellement chez eux. Et du coup, ils ont maintenu ces pays dans la misère. Et vous avez vu à l'époque, 3 ampoules sur 5 en France s'allumaient grâce à l'uranium nigérien. Donc, la situation actuelle. Et vous voyez pourquoi ces gens-là sont tranquilles. Vous avez suivi ce que disait le ministre de l'économie du Mali aux hommes d'affaires? Parce qu'il fallait expliquer quel est l'impact. Mais il leur a dit, vous serez, en gros, parlons un peu comme les Européens, vous serez beaucoup plus riche que Crésus. En gros, c'est ça qu'il leur a dit. Et c'est vrai. Ils ont un outil. Il y a 2 choses qu'ils ont annoncées déjà. Hein. Parce que là, on parle... Ces gars-là disent des choses, personne ne fait attention à ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas? C'est depuis 2022 pratiquement, non, avec une accélération l'année dernière qui parle de fédération. Oui, tout à fait. Donc c'est des gens qui vous disent on va faire un État fédéré, un État fédéral. À partir du moment où vous faites un État fédéral, vous créez ce qu'on appelle un marché national. Mais vous créez, qu'est-ce qui permet à votre marché national de fonctionner de façon optimale? Parce qu'il faut éviter les histoires tout à l'heure, docteur Ndouma vous présentait en fait, si vous voulez, de manière classique, comment ces choses évoluent, mais qui sont en fait le modèle de l'Union européenne. Mais ces gens, vous voyez qu'ils ne sont pas dans ce modèle. Ils vous disent, nous allons faire une fédération. Fédération, pensez à la Russie. Pensez aux États-Unis. Les États-Unis, quand on fait une fédération, on a une seule monnaie. C'est pour ça que quand vous êtes au Texas, vous faites vos affaires tranquilles partout. Et puis les gens qui vous disent, oui, mais il y avait la libre circulation, maintenant on va bloquer ça. Sauf que l'Afrique, ça fait toujours 10% du commerce, ça fait 10% de son commerce. Et au niveau intérieur, nous sommes entre 10 et 15%, je crois, c'est ça. 10 et 15% veut dire qu'il y a des barrières partout. Et puis n'idéalisons pas ce qui est extraordinaire. Il y avait toujours des problèmes de circulation entre différents pays. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'insécurité et qu'on ne pouvait pas passer partout, mais également parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, etc. Donc, ils vont faire un État fédéral. Ça veut dire qu'ils auront un marché national. Et ce sera un marché national de 70 millions. Je vous rappelle que si ces gens-là créent leur État aujourd'hui, il deviendra le 2e État le plus peuplé de toute l'Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria, sera le 2e État le plus peuplé. Et vous imaginez un État qui a 70 millions d'habitants, 70 millions de consommateurs. Ça veut dire que les perspectives économiques ne ressemblent plus aux perspectives d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ça ne se ressemble plus au de Ghana. Ça devient des perspectives économiques de ce qu'on appelle les puissances moyennes. C'est à peu près le même niveau, la Turquie, le Vietnam, ces pays de ce niveau-là. Voilà où ils vont situer leurs perspectives. S'ils situent leur perspective à les ressources qu'ils ont, comment vous allez faire en 2 mots? Parce qu'il y a tellement à dire. Comment vous allez faire pour pouvoir suivre ces gars-là? Et donc, en réalité, il y a donc la fédération qu'ils vont mettre en place. Mais si vous créez un État et que vous êtes en train de sortir de la CEDEAO et que vous disloquez dans le même temps l'UEMOA, parce que si vous créez une fédération, ça veut dire que vous sortez de l'UEMOA. Donc, vous créez votre monnaie. Sauf que la création de la monnaie fait perdre toute sa place au franc CFA, que nous voulons voir disparaître depuis toujours. Ça va faire disparaître forcément, parce que si le Bénin, si vous devez faire le commerce avec les autres pays qui sont membres de l'UEMOA, qui sont membres de la CEDEAO, vous allez faire le commerce avec quoi? Avec le franc CFA, alors que vous n'êtes plus dans la CEDEAO avec eux. Et donc, dernière phrase, ce qui se passe, c'est que en fait, les vrais enjeux, puisque vous avez votre thème, c'est les enjeux géopolitiques. Vous faites tomber le franc CFA. Si vous faites tomber le franc CFA, vous allez avoir encore plus de pays au niveau de l'ONU qui vont dire, mais qu'est-ce que la France fait comme membre permanent comme cette sécurité? Puisqu'ils n'arrivent même plus à contrôler les 8 autres pays. Là, il leur reste l'Afrique centrale. Vous avez lu le livre de Dr Ndouma. L'Afrique centrale est dans une démarche très différente, mais qui est
résolument une démarche de mise à mort du franc CFA. Il y a non seulement tout ce qui est technologie nouvelle, crypto-monnaie, bitcoin, mais il y a également le projet de fusion CEMAC-CEAC. Donc dès que la France a perdu ça, c'est l'Union européenne, tout le monde va dire la France n'a plus à être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc l'Union européenne n'aura plus de représentants au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça les enjeux au niveau mondial. Merci à vous. Ces gens sont très brillants. Docteur Yabdiba, peut-être pour sortir définitivement de cette thématique, docteur Ndouma, on doit se montrer optimiste aujourd'hui quant à la création justement de cette monnaie commune, notamment au sein de cet espace du Liptako Gourma. Oui, ce projet qui est porté clairement aujourd'hui par ces trois États. C'est incontournable. C'est incontournable. Ça s'inscrit vraiment dans la dynamique de la souverainisation des États du Sahel. Ces trois États qui, pour nous, sont en train de construire le noyau même de ce que moi je préfère appeler la grande unité africaine. Parce qu'il faut que davantage il y ait des adhésions. Il faut vraiment, c'est véritablement l'AES qui va faire qu'on évolue vers une unité africaine réelle, concrète. Et donc, nous avons tout pour cela. Ces trois dirigeants se sont distingués. Ils vont véritablement dans le sens de ce que les Africains veulent, les panafricanistes, etc. Et je pense que c'est une question de temps. Ils prennent toutes les précautions qu'il faut. Ils ont besoin de notre soutien. C'est ce que nous essayons de faire. Et je pense que, surtout vous les médias panafricains, vous le faites très très bien. Il faut seulement qu'on leur donne le temps et qu'on les encourage à aller de l'avant. Et que les autres pays africains essayent de copier ce qui se passe dans ces trois pays. Merci à vous, docteur Ndouma. Nous prenons la deuxième thématique de ce jour.